Bonjour, bienvenue au webinaire de lancement de Cartovista 6.0. Donc, je me présente, mon nom est Danny Bouchard, je suis président fondateur de Cartovista. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour vous présenter le fruit de notre travail. On a travaillé très fort avec Cartovista 6, donc j'ai très hâte de partager tout ça avec vous. J'ai le plaisir d'être accompagné en ligne par notre VP aux opérations, Madame Cécile Péguelin, qui est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour, bonjour à tous. Je devrais, Merci. ou Pardon? je devrais plutôt dire bon après-midi. Oui, c'est ça, effectivement. Quelques personnes d'entre nous, c'est effectivement l'après-midi. Bon, bonjour à nos participants français. Salutations particulières outre-mer. On est content que vous preniez le temps de participer à ce webinaire. Parfait. J'aimerais, Cécile, qu'on parle un peu de la logistique pour le webinaire en particulier, pour expliquer un peu aux participants comment on va fonctionner pour leur collaboration. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez sans doute, vous ne pourrez pas parler, vous ne pourrez que subir nos discussions, Dany et à moi. Et par contre, il y a un système de chat, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter en direct. On va suivre ça pendant la séance. Vous pouvez également cacher la caméra si ça vous dérange un petit peu pendant la présentation. Et vous avez la possibilité d'ajuster l'écran si donc, il y a des options qui permettent d'ajuster l'écran pour la présentation. Donc, voilà pour les petites informations pratiques. Sinon, bien entendu, on va vouloir avoir quand même vos commentaires, vos retours concernant le webinaire. Donc, on va faire des petits sondages. Dany va vous lancer des petits sondages en début, en fin de session. Donc, si vous avez le temps à la fin de rester avec nous et de partager les résultats, on sera ravis de vous les présenter. La présentation de Dany va durer à peu près 45 minutes. Et par la suite, on aura une période de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Vous avez également un petit utilitaire qui vous permet de poser des questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation et on s'assurera de répondre à toutes les questions en direct à la fin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. À toi, Merveilleux, Dany. merveilleux. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Donc, on va commencer avec le petit sondage que je vais démarrer à l'instant. Donc, vous allez voir un petit onglet sondage. En fait, on vous pose quelques petites questions. On sollicite votre participation. Donc, vous devriez voir à votre écran une série de questions qui apparaissent. En fait, la première question étant quel logiciel SIG utilisez-vous? Donc, certains d'entre vous peut-être n'utilisent pas les SIG, sinon il y a d'autres choix de réponse, Esri, ArcGIS, MapInfo, QGIS et autres. Donc, on vous invite à répondre à cette question-là, qui devrait être en théorie assez facile à répondre. Ensuite, la deuxième question, depuis combien de temps utilisez-vous Cartovista? Donc, peut-être vous l'avez déjà utilisé ou jamais. Donc, c'est intéressant pour nous d'avoir un petit peu de feedback et puis de partager aussi un peu tout ça avec tout le monde. Certains d'entre vous peut-être utilisent Cartovista depuis plus d'un an. Donc, on est content de toujours avoir des clients qui utilisent notre produit depuis déjà un petit bout de temps. Et le troisième question, qui est aussi important pour nous, c'est de voir un peu qu'est-ce que vous pensez, quels sont les avantages qui vous paraissent les plus pertinents de Cartovista, les aspects les plus pertinents. Est-ce que c'est par exemple la vitesse, le niveau d'interactivité, la présentation des cartes et données en tableau de bord, bon, les options cartographiques, la cartographie de grande qualité, ou peut-être les options thématiques qui sont aussi importantes. Donc, on vous demande d'en choisir trois. C'est un choix multiple, là, donc vous pouvez choisir là, celles qui vous apparaissent les plus pertinentes. Donc, je vois sur mon écran que j'ai déjà 75%, les trois quarts des gens qui ont répondu aux questions déjà. Donc, c'est une excellente participation. Je suis ravi quand ce matin, tout le monde a pris son café, tout le monde avance bien et puis tout le monde est réveillé. C'est de bon augure pour le reste de la présentation. Donc, je laisse encore peut-être une vingtaine de secondes là, pour les derniers participants pour remplir le petit sondage que je vais pouvoir partager avec vous. Comme ça, on va pouvoir regarder les résultats tous ensemble.
Donc, c'est intéressant cette manière-là aussi pour nous de recevoir un peu de rétroaction de nos clients. Ça nous permet de voir un petit peu, puis de comparer aussi d'une personne entre autres, là, comment ça se passe sur le marché, et puis quel est peut-être l'intérêt pour certains trucs. Donc, je partage les résultats avec vous. Donc, on a quand même quelques personnes qui n'utilisent pas les SIG présentement. Donc, on a Esri ArcGIS qui est de loin le SIG le plus utilisé. On a MapInfo aussi, QGIS, donc dans l'open source qui est important aussi. On a plusieurs personnes aussi quand même qui n'ont pas utilisé Cartoonista, mais on a aussi plusieurs personnes qui utilisent Cartoonista depuis déjà plus d'un an. Donc, quand même intéressant. Donc, on présume que, évidemment, les participants à ce moment-là, ce sont des clients actuels. Au niveau de la perception de ce qui est le plus important chez Cartoonista, donc les éléments prépondérants, on a le niveau d'interactivité. Donc, ça, on est content de voir que c'est un élément distinctif. La présentation des cartes des données en tableau de bord aussi, c'est important. La vitesse, les options thématiques, en fait, on voit que ce sont tous là, des éléments relativement importants. Donc, c'est un peu une colle qu'on vous a lancée ce matin parce que c'est un peu tous vrai, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un peu l'unanimité pour le niveau d'interactivité. Je sais pas si tu avais des commentaires, Cécile, de ton côté. Je pense que tu as coupé ton vidéo. Donc, souvent, c'est moi qui fais les commentaires de toute façon. Donc, on continue. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter les nouveautés. Donc, j'arrête le petit sondage ici. J'aimerais peut-être prendre une minute pour dire un petit mot, un remerciement premièrement pour tous les gens qui se joignent à nous, les clients actuels, clients potentiels et les partenaires aussi, ou simplement les gens qui sont intéressés à Cartoonista. On a même des gens aussi d'Amérique latine qui se connectent avec nous, donc on est très contents. Je vais leur dire un petit mot en espagnol, pourquoi pas. Buenos días y bienvenidos a los hispanohablantes de Latinoamérica. Espero que esta sesión será muy útil para usted. Donc, c'est fini pour l'espagnol, je vous promets, j'en dis plus. Donc, ça me donne l'occasion de pratiquer. J'aime bien dire un petit mot quand j'ai l'occasion. Donc, rapidement, je vais partager un peu ma présentation, donc en guise d'introduction, faire un petit survol de ce qu'est Cartoonista 6 et pourquoi c'est une version majeure, pourquoi c'est un lancement qui est important pour nous. Dans la vie d'une entreprise en logiciel, quand on fait des changements majeurs, c'est des étapes charnières, des étapes marquantes. Et puis là, je pense qu'avec la version 6, on est rendu à une étape vraiment importante. On a travaillé très fort. Je dois dire en introduction que ça a été un redesign complet. Donc, on a tout changé. On a tout changé dans l'architecture d'arrière-plan. Donc, on a changé la sécurité informatique. On a revu la manière dont les utilisateurs pouvaient se connecter aux sessions. On a travaillé sur le volet rapidité pour que ce soit une expérience la plus rapide possible au niveau sécurité. On a travaillé aussi tout ce qui est arrière-plan. On a le support non seulement pour SQL Server qu'on avait dans les versions précédentes, mais on a aussi maintenant PostgreSQL qui nous donne des belles options de déploiement dans le cloud. On a travaillé aussi sur le volet performance. Pour nous, c'est important que les clients puissent travailler avec des données de plus en plus volumineuses. Donc, on a vu qu'on a plusieurs de nos clients qui travaillent avec souvent des millions d'enregistrements. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Et aussi, on a regardé le volet efficacité, comment essayer de vous rendre un peu plus efficace à travailler, à joindre vos données ou essayer d'être un petit peu plus rapide dans votre manière de transiger avec l'information. Sinon, le sommaire des nouvelles capacités, essentiellement, on a travaillé avec une nouvelle interface où on présente les utilisateurs, les rôles, les données, les cartes, avec de nouvelles possibilités de les rendre publiques ou non, qui est vraiment un bel ajout. Et on a travaillé à essayer d'améliorer la productivité de vos équipes. Donc, essayer de collaborer un peu mieux en ligne, de partager vos données plus facilement et de vraiment pouvoir là, être plus efficace. Sinon, l'autre option qui est quand même majeure dans ce release-là, c'est le volet locataire. Donc, être capable de gérer plusieurs déploiements dans un seul serveur, dans un seul déploiement serveur. Donc, ça donne des belles options pour ceux d'entre vous qui offrent ou qui ont des clients potentiellement à l'externe. Ça devient très intéressant de présenter les choses de manière différente et puis de leur offrir un espace personnalisé de manière sécuritaire. Donc, si on parle d'expérience utilisateur, pour nous, ça a été vraiment un élément important dans la version 6. On a eu le plaisir de faire la conception d'une nouvelle interface et d'une nouvelle interface complètement et d'expérience utilisateur.
Donc, je vous partage un peu l'interface. On a changé énormément la présentation. Donc, premièrement, on a le menu à gauche qui vous présente à peu près tous les onglets disponibles dans le serveur Cartevista. Donc, on a les cartes, on a les données, donc les différents jeux de données, on a les fonds tuilés, on est capable de les voir. Vous remarquez aussi que quand on passe d'une section à l'autre, le chargement est extrêmement rapide. C'est quelque chose qu'on a vraiment regardé dans la solution de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible quand on choisit un onglet pour que l'information s'affiche rapidement. On a les statistiques et de retour à la galerie de cartes qui est centrale dans le nouveau portail. Donc, on a fait la conception d'une galerie de cartes qui présente le tout sous forme de miniature de cartes avec des images. Donc, on peut les voir sous la forme d'une liste aussi, basculer entre la liste ou non. On peut même télécharger la liste, par exemple, des cartes qui sont incluses dans le portail. Je pourrais retourner à la vue en galerie et faire changer l'ordre, par exemple, croissant, décroissant, voir la carte qui a été travaillée la plus récente. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont intéressants pour les utilisateurs. Lorsqu'on clique sur une carte, on a la présentation dans un panneau de droite. Donc ça, on a changé énormément. Précédemment, on avait des dialogues qui s'ouvraient par-dessus. Maintenant, le fait que ce soit un panneau de droite, c'est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus simple. Donc le panneau de droite vous permet de contrôler à peu près tout. Donc on a les permissions, on a les informations sur la carte. On peut voir ici les identifiants, l'auteur, la date de création, aussi des mots-clés. Donc si on veut ajouter par exemple un mot-clé, il s'agit simplement de le taper dans la liste. Donc, par exemple, si j'ajoute le mot-clé voiture, le mot-clé va être associé maintenant à cette carte-là. Et si je fais une recherche dans le portail sur ce mot-clé-là, les cartes qui vont contenir ce mot-clé sont affichées directement. De la même manière, si je cherche, par exemple, pour démographie, les cartes qui ont ce mot-clé vont s'afficher directement dans le portail. Donc, c'est des petits éléments. Vous avez remarqué aussi la simplicité du menu recherché. On tape et puis ça se passe tout de suite directement dans l'option. Donc, au niveau des permissions, c'est la même chose. Si je voudrais ajouter la permission, je peux simplement ajouter un utilisateur, par exemple, Madame Jeanne Borret, qui serait présentement ajouté directement comme un nouvel utilisateur pour cette carte-là. Pour charger une carte, vous l'avez vu, on fait simplement cliquer sur l'image. Ça fait le chargement de la carte. Ce qu'on a changé aussi dans cette version-ci, c'est qu'on a unifié la barre du haut. Vous remarquez qu'on a une seule barre dans le haut de l'interface qui présente à peu près tout. On a simplifié de beaucoup la présentation. Et les mêmes menus qui étaient disponibles dans les versions précédentes de Cartevista le sont encore. Donc, vous pouvez encore choisir des thématiques qui vous intéressent. Donc, ici, on a un exemple aux États-Unis d'analyse de temps de déplacement, très pertinent, évidemment, mais on voulait aussi laisser l'utilisateur pouvoir choisir d'autres menus. Donc, si vous voulez vous promener dans la barre d'outils, vous pouvez aussi choisir de créer votre propre analyse thématique comme c'était précédemment. On a changé aussi la manière de faire maintenant, ça se fait en étapes. Donc, vous voyez ici, on choisit la couche sur laquelle on veut travailler et ensuite, on va passer au choix de la variable qui nous intéresse et le mode de représentation. Donc, souvent, les gens qui travaillaient avec plus qu'une couche étaient un petit peu mélangés à choisir. Donc, le fait qu'on a choisi de rechanger ça avec étape par étape, ça simplifie de beaucoup le workflow. Donc, sinon, les autres menus comme l'impression sont toujours disponibles. Donc, vous y avez accès, vous entrez dans le mode d'impression et une fois que vous êtes content, vous faites simplement fermer. Et on a quand même la barre qui nous permet là, de vraiment synthétiser le tout. C'est beaucoup plus simple. Lorsque vient le temps de retourner à la galerie de cartes, on a le petit menu sortir qui vous permet de revenir. Je souligne ici aussi la rapidité à laquelle on revient à la galerie de cartes et on charge une carte. On a travaillé vraiment fort à optimiser le temps de chargement. Donc, si je choisis une deuxième carte, le chargement est quand même assez rapide. Donc, ici, ce sont des données pour Dallas, des données de trafic un petit peu plus détaillées, où on peut regarder les données de trafic, par exemple, avec les différentes voitures. On a les autobus, par exemple. Donc, encore une fois, intéressant de pouvoir travailler, charger une carte rapidement. Remarquez ici aussi la conception de cet exemple de carte-là qui est plutôt dans des tons foncés avec des couleurs plutôt vives. Un autre point intéressant, si je charge une deuxième carte ici pour vous montrer, on a plusieurs de nos clients dans le domaine des transports qui travaillent non seulement sur des points ou des polygones, mais aussi vont travailler avec des couches de lignes. C'est un exemple ici intéressant où on a des statistiques de transport sur
les réseaux routiers. Donc, c'est intéressant de pouvoir commencer à travailler avec des thématiques à ce niveau-là sur les lignes ou même de filtrer au niveau des thématiques et pouvoir faire des requêtes directement dans la carte. Donc, vous voyez un peu le fonctionnement. C'est très similaire à ce qu'on avait dans la version précédente de Cartovista, mais la capacité de naviguer d'une carte à l'autre est vraiment, vraiment de beaucoup améliorée. Donc, le temps de chargement est beaucoup mieux. Évidemment, on a le compte aussi. Une fois qu'on se déconnecte de notre session, on se trouve à être déconnecté et puis on revient au menu principal de Cartovista ou au login page. Donc, quand même, beaucoup d'améliorations qui se traduisent par une expérience utilisateur, une navigation plus fluide. Donc, on a vraiment essayé d'améliorer tout ça. L'autre chose qu'on a amélioré énormément aussi, qui est important, c'est le volet mobilité. Donc, on a plusieurs de nos clients qui vont faire des analyses d'affaires dans un contexte où ils utilisent leur téléphone ou des périphériques mobiles. Donc ici, on a un exemple de Cartovista qui fonctionne sur un iPhone. On peut voir que même au changement de paysage à portrait, la carte et l'interface va se répercuter de façon adéquate. Donc, on a le menu aussi qui est toujours disponible. Donc, vous pouvez cliquer sur le menu. Et de la même chose, si vous travaillez avec une interface plus ou moins grande, donc c'est vraiment responsive, ça va s'ajuster selon l'espace qui est disponible sur le périphérique que vous utilisez, que ce soit un téléphone intelligent ou que ce soit une tablette, peu importe, ça va fonctionner. Quand vient le temps de charger une carte, c'est la même chose. L'interface de la carte elle-même s'adapte. Donc, vous avez les outils qui sont disponibles. En fait, tous les outils sont même disponibles. Donc, si vous voulez configurer une carte, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Mais il n'empêche que c'est peut-être plus facile à faire sur un desktop. Mais si jamais vous voulez travailler d'un point de vue admin, c'est possible de le faire directement avec votre téléphone et on pensait que c'est important de travailler et d'améliorer ça dans notre produit. Sinon, on a fait énormément d'améliorations au niveau de la gestion des utilisateurs, des couches serveurs et du volet données dans l'application. Donc, je prends quelques minutes pour vous montrer les prochains points techniques pour ça. Donc, la gestion des utilisateurs, c'est quelque chose sur lequel on a passé quand même pas mal de temps pour améliorer. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez des comptes admin. Une fois qu'on a un compte admin, on a la possibilité de pouvoir créer des utilisateurs. Tout ça est géré dans le menu utilisateur ici. Donc, par exemple, j'ai le fameux utilisateur Jacques Cartier qui est très populaire, qui travaille d'ailleurs chez Cartovista, c'est merveilleux. Et on peut voir ici son rôle. Bon, il est présentement créateur de cartes. Donc, on a défini des rôles qui peuvent être facilement créés, facilement ajoutés. Donc, dans cet exemple-ci, j'ajoute un deuxième utilisateur, le fameux Jacques Cousteau. Donc, en rentrant les informations, donc on rentre son nom, on rentre son courriel et de toute évidence son mot de passe. Et c'est là qu'aussi qu'on va choisir le groupe dans lequel il peut appartenir. Donc, on a mis ici créateur de cartes, il pourrait faire partie d'un autre groupe, par exemple le groupe international, et on pourrait choisir son rôle. Donc, il a le rôle d'administrateur dans ce cas-ci. Évidemment, si vous ne rentrez pas un mot de passe suffisamment compliqué, on va vous le renoter dans l'interface. Donc, c'est vraiment important de rentrer un mot de passe qui est le plus sécuritaire possible. Donc, ce nouvel utilisateur-là a été créé, il est actif. Donc, on peut voir ici. Un autre élément qu'on a vraiment amélioré, c'est l'option pour vous de réinitialiser les mots de passe, les messages aussi qui sont envoyés à ces nouveaux utilisateurs-là. C'est beaucoup plus simple. On les reçoit, on a l'information, on a travaillé sur le message pour que ce soit plus intéressant pour eux d'embarquer dans l'expérience Cartovista. Donc, sinon, quand vient le temps d'appliquer les permissions à ce nouvel utilisateur-là, par exemple, M. Cousteau, on voudrait lui donner accès à cette carte du Panama. Donc, on va taper son nom, Jacques Cousteau, il apparaît dans la liste, on lui donne accès. Et à ce moment-là, ce fameux explorateur pourra naviguer dans les eaux du Panama à bon escient. Donc, voilà comment on applique un peu les nouvelles permissions. Donc, c'est un système assez flexible et les permissions s'appliquent aussi non seulement aux cartes, mais aussi à d'autres éléments. On va le voir un petit peu plus tard dans le reste de ma présentation. Un autre élément qu'on a beaucoup amélioré dans le release de 6.0, ce sont les couches serveurs. Donc, on a plusieurs, comme on a mentionné, plusieurs d'entre vous qui travaillent avec une bonne volumétrie de données. Donc, pour ce faire, on a maintenant les couches serveurs. Donc, cet exemple-ci va traiter particulièrement des couches serveurs. On a un premier exemple à Washington ici,
où on a des incidents. Donc, on a des incidents de trafic essentiellement et d'accidents qui se sont passés sur la route. Donc, c'est une présentation sous la forme de cluster. On peut voir ici que ça permet d'agréger les informations. On a environ 200 000 points dans l'exemple qu'on voit à l'écran présentement. Donc, on est capable de créer aussi à la volée une analyse thématique sur cette couche-là. Donc, je pourrais, par exemple, faire une analyse par heatmap. Donc, cette analyse-là par heatmap va pouvoir ensuite être personnalisée, comme on ferait à partir de n'importe quelle couche dans CartoVista. Donc, on pourrait, par exemple, changer l'échelle à 100 mètres, par exemple, ici, de l'analyse par heatmap. On peut voir que quand on déplace la carte, il y a un nouvel appel au serveur qui est fait et on a le rendu ensuite là, qui se passe côté client, quand même assez rapide, assez fluide. Donc, on a la possibilité aussi de travailler non seulement sur des couches de points, mais aussi sur des couches de lignes. Donc, vous avez probablement des couches serveurs qui pourraient être sous forme de ligne. On a un exemple ici où j'ai le réseau routier. Et on a des statistiques sur le réseau routier, sur les incidents. Donc, je pourrais regarder, par exemple, les incidents qui se sont passés un vendredi et je pourrais décider de les représenter, par exemple, par symbole gradué. Donc, on peut changer ou paramétrer chacune de ces analyses-là, comme je le fais présentement. Donc, changer, par exemple, le maximum pour que ce soit plus évident. On peut voir ici que dans le nord, sur ces deux tronçons-là, il y a vraiment une importante prépondérance des problématiques. C'est quand même intéressant. Donc, je connais pas Washington, mais il y a quelque chose qui se passe le vendredi à cet endroit-là. Si on choisit deux dates, par exemple, ou 2 jours en particulier, donc on va suggérer automatiquement la vue en pie chart. Donc, la possibilité pour vous de pouvoir faire une comparaison. Et on voit tout de suite que, évidemment, il y a entre le vendredi et le jeudi, là, il y a tout qu'un changement. C'est quand même important. Beaucoup plus de problèmes le vendredi sur ces deux tronçons-là, en particulier celui de gauche, où il y a une importante accumulation de problématiques d'incidents reliés au transport. Sinon, dans un exemple un petit peu plus volumineux, donc voici un exemple dans l'assurance de dommages. Dans cet exemple-ci, j'ai 1 million de polices qui sont sous la forme de points. Donc, on les voit présentement à l'écran. Encore une fois, la mode en cluster nous permet de travailler de manière dynamique. C'est très fluide lorsqu'on navigue dans la carte. Le nombre, évidemment, représente à l'intérieur des cercles nombres représente le nombre de points qui sont inclus ou qui sont agrégés, de sorte qu'on zoome jusqu'à un certain niveau et on voit les points de façon unique. Vous remarquez aussi au passage de la souris, on a l'information qui s'affiche sur les points. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé dans CartoVista avec le serveur. C'est malgré la volumétrie d'envoyer des informations qui sont pertinentes selon l'échelle à laquelle vous vous trouvez. Donc ici, on a des informations sur le client comme tel ou les clients avec les détails. Et on a toujours la possibilité de faire une recherche. Donc, je rappelle, il y a 1 million de réclamations qui sont dans cette base de données-là. Donc, ça me permet de faire une recherche, par exemple, avec l'adresse. Donc, on a l'adresse du client qui est rentrée comme un des paramètres de recherche. Je pourrais rentrer Jacques Cousteau, un thème populaire pour ma présentation aujourd'hui. Donc, on a zoomé sur cet endroit-là et on voit présentement le point correspondant à cet endroit-là. Vous n'êtes pas limité seulement à faire un type de recherche, c'est possible de faire toutes sortes de recherches. Donc, si je change ici ma thématique, donc j'ai changé à statut de la réclamation, à ce moment-là, l'information va changer au niveau de la thématique pour afficher la réclamation, celles qui sont ouvertes ou fermées. On utilise une thématique de couleur très simple. C'est possible aussi de non seulement travailler avec des points, mais travailler avec une couche de lignes. Ici, j'ai une couche du réseau routier canadien au complet. J'ai 4 millions de routes qui s'affichent. Évidemment, il faut mettre des seuils de visualisation sur une couche comme celle-là. Mais on a 4 millions de routes qui s'affichent. Donc, on peut voir déjà au passage de la souris, on a une interactivité. Si je déplace la carte, le serveur envoie les données au client selon la zone qui est visualisée. Et on a vraiment le même niveau d'interactivité qui est toujours vraiment intéressant. C'est ce qu'on cherchait à développer. On est très content de cette fonctionnalité-là. Si vous travaillez avec des couches de polygones, c'est le même concept. Par exemple, si on regarde le niveau de risque, qui est des block groups, j'ai 400 000 block groups dans le Canada présentement dans cet exemple-là et on a le même concept. La couche s'affiche. Si je fais un déplacement dans la carte, on va avoir l'information qui va être associée. Donc, si je choisis, par exemple, cette couche-là d'îlot, elle réagit de la même façon qu'une autre couche vectorielle standard dans CartoVista.
Donc, on a encore la possibilité de pouvoir faire les recherches, faire des requêtes, et on peut décider d'afficher ou non une analyse thématique. Donc, dans cet exemple-ci, le nombre de réclamations est de valeur moyenne, qui est une thématique pertinente. Le prochain élément que je voulais vous montrer, qui est particulièrement intéressant avec ce nouveau release-là, et peut-être un des features les plus pertinents pour la plupart d'entre vous, c'est la capacité de sauvegarder vos sessions. Donc, d'un point de vue affaires, c'est extrêmement intéressant de pouvoir retourner à une analyse thématique que vous avez conçue et pouvoir la restaurer facilement. Donc, c'est quelque chose qui est disponible. On a le nouveau menu enregistrer sous qui va vous permettre de nommer votre session. Donc, par exemple, ici, on est à Repentigny. Je vais nommer cette analyse-là. Je vais lui donner un titre. Donc, évaluation, par exemple. Je vais rentrer mon information. Je vais créer une nouvelle session. Je vais définir aussi les droits de consultation. Donc, vous pouvez définir qui a accès à votre session. Donc, ça devient intéressant si vous travaillez en groupe. Vous voulez peut-être la partager, peut-être non. Donc, vous avez l'option de la partager. Une fois qu'elle est enregistrée, votre session est enregistrée et c'est possible d'y retourner facilement. Donc, si je reviens à la carte, donc je recharge la carte. Au départ, on va vous poser la question à savoir, il y a déjà des sessions enregistrées. Est-ce que vous voulez repartir d'une session existante? On a aussi la petite miniature de carte qui vous présente visuellement votre session. Donc, ça vous un rappel visuel intéressant. Donc, si je reclique sur Repentigny, on va recharger la carte et vous voyez présentement que la même analyse thématique est en train de se charger dans mon navigateur. Évidemment, il y a des couches serveurs, ça prend quelques secondes, mais une fois que la carte est revenue, on a l'information et on est en mesure de continuer à travailler. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je vais peut-être vous illustrer un exemple un petit peu plus concret de ce qu'on peut faire. On a fait un exemple ici plus de type géomarketing avec la sauvegarde de session. Donc ici, j'ai 3 sessions qui ont été sauvegardées pour une carte. On a présentement la première session qui est une zone à cibler à Rockcliffe Park. Pour ceux qui connaissent Ottawa, c'est les gens les plus fortunés d'Ottawa s'y trouvent. Donc, quand même intéressant de cibler cette zone-là. Donc, vous avez vu, on a ajouté aussi des annotations dans cette session-là. Ils ont été sauvegardés. Donc, très intéressant. Les analyses thématiques sont sauvegardées aussi. J'ai une deuxième session et il y a le petit menu aussi sur lequel on a cliqué sous le titre qui permet de rouvrir une session directement. Donc ça, c'est intéressant pour vous aussi. Donc, si vous voulez, par exemple, ouvrir la deuxième session qui est Ottawa Sud, cette session-là a une particularité qu'on a sélectionné des enregistrements. Donc, la sélection est sauvegardée aussi dans vos sessions. Donc, ça, c'est extrêmement pertinent. Donc, si vous voulez sauvegarder plus qu'une sélection, ça fait partie des capacités de la version 6.0 et on trouve ça vraiment, vraiment pertinent pour les clients de pouvoir le faire. Un troisième exemple, si vous planifiez, par exemple, un plan d'intervention, le fait que vous soyez capable de sauvegarder vos annotations dans une session et les partager, on pense, va être vraiment utile là, si vous voulez collaborer avec plusieurs utilisateurs. Et le fait aussi que vous puissiez contrôler qui a accès à vos sessions est quand même un bel avantage. Donc, ça, on voit ça d'un très bon œil, l'utilisation que vous allez pouvoir faire de ces nouvelles fonctionnalités-là. OK. Ensuite, SIG à serveur. Donc, évidemment, vous travaillez avec plein d'informations géographiques de votre côté. Tout le monde ou bien des gens travaillent avec des fichiers Mapinfo ou des fichiers Shapefile. Donc, on va regarder un petit peu comment vous pouvez envoyer ces informations-là côté serveur et travailler avec la donnée plus facilement dans cette version-ci. Donc, l'onglet Données vous permet d'interagir avec les différentes informations. Donc, si vous avez, par exemple, un fichier Shapefile, j'en ai un ici, client.zip, je fais simplement faire un glisser-déposer. Le fichier est envoyé vers le serveur. Et là, j'ai une série d'étapes qui vont me permettre de définir. On a détecté automatiquement tous les champs dans mon shapefile et je vais pouvoir choisir les champs que je veux conserver. Donc, ce shapefile-là est envoyé au serveur qui va être hébergé maintenant dans le serveur Cartuvista. Et l'information est disponible. On peut voir ici qu'on a une nouvelle section de notification en haut qui vous montre ce qui s'est passé, ce qui a été réalisé. Donc, on peut voir que l'envoi de la table client a été envoyé, les enregistrements ont été importés.
vous avez cette nouvel endroit-là de notification qui vous donne une meilleure idée de ce qui s'est passé et vous pouvez les enlever. Donc, on a aussi certaines opérations qui peuvent prendre un certain temps. Donc, si vous travaillez avec 1 million d'enregistrements, évidemment, ça se fait pas en 5 minutes. Donc, on a beaucoup amélioré la rétroaction. Vous pouvez continuer à travailler même si l'opération est en cours. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup amélioré dans cette version-ci. On est très content de ça. Donc, une fois que la couche a été envoyée, elle est sur le serveur, je peux aussi maintenant, dans cette version-ci, voir les cartes qui sont associées. Je peux aussi aller voir les données directement. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, vous pouvez ouvrir le tableau de données. Vous pouvez choisir même certains des champs. Et là, on peut configurer les indicateurs de la même façon qu'on le faisait dans les versions précédentes dans le publicateur. Donc, ça devient complètement autonome. Vous pouvez choisir, par exemple, de renommer ce champ-là à nom. Donc, on va passer en français. À ce moment-là, c'est enregistré. Vous avez vu, ça l'a changé dans le tableau. Et si je retourne maintenant au publicateur pour vous montrer le publicateur de version 6, on va voir dans quelques instants comment cette couche-là s'affiche dans le publicateur. En parlant du publicateur, on a beaucoup amélioré l'expérience utilisateur et la présentation. Donc, c'est un exemple ici qu'on voit. On a un écran de démarrage qui vous présente les cartes sur lesquelles vous avez travaillé. On a aussi récemment, on a aussi des exemples qui viennent avec le publicateur. Donc, vous pouvez cliquer sur les exemples pour voir les cartes qui viennent avec Cartovista. On a amélioré aussi la prise en charge au départ pour les nouveaux utilisateurs avec des vidéos et des petits guides de démarrage. Donc, en cliquant sur l'image, c'est la même chose. Ça va ouvrir la carte correspondante. On a décidé pour le webinaire de faire un exemple ici avec Vancouver. Donc, voici un exemple de fond de carte avec les parcs à Vancouver. Donc, une carte assez classique. Donc, si maintenant je reviens à mon exemple de client que j'ai envoyé tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a rafraîchi la couche ou la liste des couches serveurs pour le webinaire FR qui est le nom du serveur. Et à ce moment-là, cette couche-là s'affiche. Je peux simplement la glisser-déposer dans ma carte. Et puis, à ce moment-là, je vais pouvoir bâtir une carte avec cet élément-là. Je vais pouvoir évidemment changer la couleur. Mon fond de carte est un peu foncé. On va plutôt travailler avec un bleu, par exemple. Je vais mettre ici un contour noir pour pouvoir faire ressortir chacun des points. Donc, une fois que ça, c'est fait, je peux ensuite aller travailler. Vous remarquez ici, le champ nom a été ajouté dans ma couche. Évidemment, le changement que j'ai fait sur le serveur s'est répercuté ici. Et je peux maintenant travailler avec ce champ nom-là. Et je vais pouvoir lui dire, par exemple, ajoute-moi au survol de la souris, affiche-moi le nom du client. Donc, voilà essentiellement comment on peut amener une couche serveur dans la version 6 de Cartovista et travailler avec directement. Quand vient le temps de publier, c'est vraiment simple. On choisit l'option publier. La carte existe déjà. J'ai déjà cette carte-là sur le serveur, donc il me propose de l'écraser. Lors de l'ajout d'une carte, il y a un dialogue qui apparaît qui vous demande de mettre à jour. Donc, vous mettez à jour, c'est aussi simple que ça et vous recliquez sur la carte pour la charger. Ça va s'afficher directement dans votre navigateur et on peut voir que la couche des clients s'affiche maintenant. Donc, vous avez le loisir de avoir, par exemple, les infobulles sur cette couche-là et ça s'affiche là directement dans votre navigateur. Un autre élément intéressant qu'on a ajouté dans cette version-ci, c'est la capacité pour vous de travailler avec des données multimédia, des images et de les afficher dans le visualisateur. Donc, on a une couche ici qui s'appelle Image URL que vous voyez ici, qui sont des points sur la carte. Donc, je vous montre rapidement le résultat et ensuite, on va regarder dans le publicateur. Donc, on peut voir ici qu'au passage de la souris, j'ai une photo qui s'affiche de cet endroit-là. Donc, la photo est dans un champ, si vous voulez, un champ qui s'appelle URL 1, 2 et 3. Donc, j'ai jusqu'à 3 photos qui sont associées à chacun des points. Si j'utilise maintenant l'outil Info pour pouvoir questionner un point, donc ces 3 points-là ou ces 3 photos-là vont s'afficher dans l'outil Info. Donc, vous remarquez ici, on a la capacité avec un petit carrousel de passer de 1, 2 à 3 photos. Donc, j'ai des flèches qui me permettent de voir jusqu'à 3 photos. Donc, le visualisateur a automatiquement détecté que c'était un champ de type image. Donc, il l'affiche de cette façon-là sous la forme d'un carrousel. On peut aussi cliquer sur une des images pour pouvoir la voir en plus gros plan. Donc, pour vous qui travaillez avec des images, des photos, qui veulent illustrer des trucs, ça devient vraiment intéressant de pouvoir le faire de cette façon-là.
Donc, on a plusieurs clients qui nous ont posé ce genre de questions-là. Donc, on trouvait ça pertinent de pouvoir interagir avec ce genre de scénario-là. Certaines des photos sont discutables, mais bon, ça l'explique un peu l'exemple. Donc, on est content. Et de la manière que ça fonctionne dans le publicateur, donc, quand vous allez dans le publicateur au niveau de la donnée, vous allez pouvoir choisir chacun des indicateurs et c'est là qu'on choisit le type de colonne image URL. Donc, vous voyez ici, j'en ai 3 qui sont nommés avec des dates et je choisis à quel endroit ces informations-là vont s'afficher. De la même manière que je travaillerai avec un champ normal, un nom ou une chaîne de caractères ou un chiffre. Donc, encore une fois, de belles améliorations. Sinon, l'autre amélioration majeure, c'est les nouvelles tables de données. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a mis quand même beaucoup d'attention dans ce release. Donc, plusieurs d'entre vous travaillent encore avec des données qui sont sous forme de spreadsheet Excel, par exemple, de chiffrier Excel. Donc, on peut voir ici, j'ai des données qui sont avec des latitudes, longitudes, avec des adresses qui sont en Colombie-Britannique. Donc, j'ai environ 500 enregistrements. Donc, si je veux envoyer ça à Cartoovista, c'est aussi simple que d'ajouter des données. Donc, on peut envoyer le Excel directement. On va détecter que c'est un Excel. On va choisir les colonnes automatiquement et les présenter. Et vous pouvez choisir les colonnes que vous voulez inclure très facilement. Vous pouvez aussi choisir de renommer cette couche-là. Donc, on va l'appeler localisation client. Cette couche-là va être envoyée au portail. Donc, on voit les 465 enregistrements ont été créés. Je peux évidemment aller voir les données. Donc, on peut voir les mêmes données qu'on avait dans Excel. Et on a la particularité d'avoir un champ latitude-longitude. Donc, ce qu'on veut faire, c'est géoréférencer cette table-là. Donc, vous voyez en haut, on a un menu qui s'appelle géoréférencer, qui va vous permettre de choisir votre colonne latitude et longitude et pouvoir la transformer en couche automatiquement, en couche de points. Donc, on est passé d'un Excel à une couche de points. Donc, on peut voir localisation client. On a un petit point à gauche qui représente maintenant une couche. C'est devenu une couche avec 465 enregistrements. Donc, de la même manière, je vais pouvoir travailler dans le publicateur avec cette couche-là, puis travailler avec pour créer une carte. Donc, si on s'en va dans le publicateur et on fait un rafraîchissement, mettre à jour, cette nouvelle couche-là, localisation client s'affiche et je peux l'ajouter directement à ma carte. Puisque je suis encore sous mon fameux fond noir, je dois changer les couleurs. Donc, on va choisir le rouge cette fois-ci pour pouvoir un peu voir les points sur la carte. Donc, je pourrais simplement décider de republier cette carte-là. Et puis, ça va fonctionner, on va avoir une mise à jour. Mais dans ce cas-ci, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a la possibilité non seulement de publier, mais aussi de mettre à jour les données. Donc, puisqu'il s'agit d'une couche serveur, je peux changer la source ou mettre à jour la source. Donc, je pourrais, par exemple, imaginons que ce sont des données trimestrielles et que j'ai des nouveaux points de clients. Donc, je peux simplement cliquer sur « Mettre à jour ». Puis, si mes données sont dans la même structure, donc en Q2, j'ai encore ma localisation de client. Je peux me permettre de l'envoyer. Donc, vous voyez ici, on a détecté, avant la mise à jour, j'avais 465 enregistrements. Maintenant, j'en ai 1027. Je procède à la mise à jour. Donc, je fais « Suivant ». Encore une fois, je ne peux pas choisir les champs parce qu'on est dans la même structure. Et j'ai la mise à jour ici qui a été faite. Maintenant, j'ai 1027 éléments qui se retrouvent. Ce qui est intéressant avec cette technique-là aussi, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de republier votre carte. Donc, si vous travaillez avec les mêmes champs, avec les mêmes informations, vous travaillez avec une structure définie, vous pouvez simplement mettre à jour le Excel et la couche va se mettre à jour et vous n'avez pas besoin de republier votre carte. Donc ça, on trouvait ça vraiment intéressant pour les clients qui travaillent avec des données corpo ou qui veulent faire une mise à jour, peut-être à plusieurs cartes à la fois. Donc, si j'enlève cette couche-là ou si on rafraîchit cette couche-là, à ce moment-là, elle va se mettre à jour et je vais avoir un peu plus de points qui s'affichent. Donc, si je reviens, un autre élément majeur dans cette version-ci, c'est la capacité de lier des données. Donc, on peut voir, on a un Excel qu'on a créé avec des points. Maintenant, si je veux lier des données additionnelles à ces clients-là, je peux le faire avec la version 6. Donc, vous voyez ici, on a l'interface. Mais avant d'envoyer les données, je dois envoyer le fichier Excel comme tel. Donc, je fais ajouter des données de la même façon. Donc, vous voyez ici, j'ai des données de clients que j'ajoute. On a des transactions et des dépenses et on a le type de client. Donc, j'envoie ce fichier-là
qui va s'ajouter. Donc, on a la table de données et maintenant, je suis en mesure de pouvoir créer une liaison avec ma couche SIG. Donc, j'ai par exemple ma colonne avec le champ identifiant unique. Donc, je choisis la table et je choisis le même identifiant unique. On a aussi l'indication du nombre d'enregistrements qui sont liés. Donc, si vous avez fait des erreurs dans vos données ou c'est pas un match parfait, il va vous l'indiquer ici, ce qui est quand même très intéressant. Donc, si on clique sur lier les données, à ce moment-là, les informations vont être disponibles. Donc, si je décide de supprimer cette couche-là dans le publicateur et je fais un rafraîchissement, donc, la localisation des clients, maintenant, va comprendre 2 tables de données. Donc, si je travaille avec cette couche-là, donc je vais encore changer les styles pour pouvoir avoir quelque chose de visuel à l'écran. Donc, si je travaille au niveau de mes données, on peut voir ici que les 2 informations sont disponibles. Donc, les transactions sont maintenant disponibles et je vais pouvoir ajouter l'interactivité sur cette couche-là. Donc, par exemple, à l'infobulle, j'aimerais que les transactions soient affichées. Donc, je vais publier. Dans ce cas-ci, je vais donner un nouveau nom, client Vancouver. Donc, je décide de publier une nouvelle carte dans le portail. Remarquez aussi le processus de publication. C'est extrêmement rapide la manière de publier. Puisque les données sont déjà sur le serveur, il y a moins d'interactions. On a beaucoup amélioré ce processus-là pour que ce soit le plus efficace possible. Puisque c'est une nouvelle carte, on va définir les droits de consultation. Donc, on va donner aux internationaux l'accès à cette merveilleuse carte ajoutée. Donc, on a la carte qui maintenant peut s'afficher directement. Et au survol de la souris, on a les informations sur les transactions. Et je pourrais, par exemple, décider de faire des analyses thématiques comme je pourrais normalement dans n'importe quelle couche. Donc, dans ce cas-ci, intéressant quand même de voir qu'on a une couche qui a été générée à partir d'un Excel. On lui a attaché des informations. J'ai travaillé avec le publicateur pour la publier et j'ai un résultat visuel qui me permet ou qui permettrait à mes utilisateurs de travailler puis d'afficher l'information dans une carte CartoVista. Et évidemment, vous avez tout le contrôle qui est disponible dans CartoVista pour monter les analyses thématiques là, qui seraient pertinentes pour vous. Donc ça, je pense que ça va être certainement très utile pour plusieurs d'entre vous, surtout ceux qui travaillent beaucoup avec les Excel. Ce qui est intéressant aussi avec les Excel, c'est que les données viennent automatiquement normées. Donc avec Excel, on n'a pas de restriction au nombre de caractères. Donc les champs sont automatiquement bien nommés quand vous les envoyez. Donc ça, c'est une belle manière aussi de travailler, d'être efficace dans votre travail pour la normalisation de vos indicateurs. Sinon, on a aussi beaucoup amélioré d'autres trucs, en particulier au niveau des cartes et des permissions. Donc, je vous montre quelques éléments qui sont vraiment prépondérants dans cette nouvelle version. Donc, je maximise mon écran ici. Donc, premièrement, c'est possible de travailler. Vous avez vu, on a les miniatures de cartes qui sont disponibles. Donc, c'est possible de modifier l'image. Donc, par exemple, ici, la carte des parcs de Vancouver, je pourrais modifier cette image-là. Donc, vous pouvez pointer ou créer une image personnalisée qui va représenter votre carte. Donc, vous avez tout le loisir de le faire. Il y a plein de logiciels qui existent aujourd'hui pour faire des belles captures d'écran. Donc, vous pouvez vraiment donner à votre portail un look un peu différent ou quelque chose de complètement différent. Donc, c'est vraiment bien. Au niveau des permissions, quelque chose qu'on a ajouté dans cette version-ci, c'est la capacité de rendre une carte publique. Donc, en activant le menu public, ça veut dire que la carte des parcs de Vancouver, tout d'un coup, va être disponible à l'extérieur du portail sans s'authentifier. Donc, ça veut dire que les gens peuvent se connecter directement et travailler avec cette carte-là. Je vais démontrer cette fonction. On a un URL qui est associé à la carte un petit peu plus bas, vous le voyez. Je vais copier ce URL-là ou ce lien-là. Donc, si j'ouvre un nouveau navigateur et je tape ce URL-là, la carte s'ouvre. Vous voyez, je n'ai pas été authentifié du tout. Donc, j'ai chargé la carte et on voit présentement les parcs de Vancouver et l'information qui s'affiche directement dans mon navigateur. La raison pour laquelle les couches s'affichent, c'est parce qu'elles sont publiques. Donc, si je reviens à mon exemple dans quelques instants, donc on gère de toute évidence le volet public ou non très facilement dans l'outil. Donc, si je reviens à la couche des clients, on peut voir que la couche des clients n'était pas publique dans cette carte-là, donc elle n'était pas présentée. Donc, si j'inverse maintenant, je rends mes parcs non publics et je mets les clients publics. Donc, si je rafraîchis la carte, on va avoir seulement les clients qui vont s'afficher.
Donc, ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est que au niveau des permissions, nous, on vérifie si l'utilisateur qui consulte la carte a le droit ou non de visualiser la couche. Donc, ça vous donne un contrôle assez fin et en fait, dans ce cas-ci, le serveur va enlever la couche de la carte. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas le droit de voir les parcs parce que les parcs ne sont pas publics. Donc, les parcs sont automatiquement retranchés de la carte et ça permet de vraiment contrôler qui peut voir quoi. Et on a travaillé aussi pour faire en sorte que les couches qui sont utilisées dans les analyses thématiques vont être automatiquement décorrélées de sorte que vous n'avez pas aussi des thématiques non pertinentes qui s'affichent. Donc, ça aussi, c'est géré par le serveur. Donc, ça vous donne quand même un beau degré de flexibilité pour contrôler qui peut voir quoi dans vos sessions Cartevista. Donc, on pense que ça aussi, ça va être particulièrement utile, là. Un autre volet très utile, c'est que si vous voulez partager dans votre intranet sans permettre ou sans demander aux gens de s'authentifier, devient une manière simple aussi de le faire. Et l'autre volet, évidemment, c'est que si vous voulez publier en autant que votre serveur est disponible au grand public, là, les gens n'auront pas besoin de s'authentifier pour accéder à la carte. Sinon, un autre élément vraiment majeur dans le release, c'est des nouveaux outils Carto. Et ça, on est vraiment content. On a établi un partenariat avec Here Maps, qui est un fournisseur de services web. Donc, on a pu intégrer des nouveaux services dans Cartevista que j'aurai l'occasion de vous montrer, qui sont vraiment intéressants. Entre autres, les isochrones. Donc, ces nouveaux outils se présentent dans le visualisateur, donc c'est possible d'ajouter. On a un nouvel outil qui s'appelle Isochrone ISO-distance, donc on peut l'ajouter. Quand on l'ajoute, c'est nécessaire de spécifier un identifiant et un code, donc qui est une licence de Here Maps. On va vous fournir les détails bientôt par rapport à cette licence-là, les transactions, etc., comment ça va fonctionner. Mais de la même manière aussi, c'est possible d'accéder au service de géocodage de Here Maps, qui est un nouveau service aussi qui est disponible, qui va être disponible dans cette version-là, qui vous permet de faire des recherches. Donc, essentiellement, on rentre l'identifiant et le code. Et ensuite, la manière que ça se présente pour l'utilisateur final, c'est sous la forme d'une barre de recherche. Donc, en haut, je peux taper une adresse et on a le service de reconnaissance des adresses qui va fonctionner avec Here Maps, donc qui va nous permettre de localiser une adresse. L'avantage de Here Maps, on a remarqué dans nos tests que la précision du géocodage est vraiment intéressante. Ils ont une précision qui est, on pense, supérieure à celle de Bing, entre autres pour certains pays à l'extérieur du Canada, en particulier en Amérique latine ou en Amérique du Sud. On a vu que les services de Here Maps étaient supérieurs à ceux de Bing en particulier. Donc, on peut se positionner directement sur une couche et puis sur la recherche. Donc, très intéressant. L'autre élément dans les services de Bing, c'est la capacité de pouvoir faire des calculs d'isochrone, isodistance. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. On a un nouvel outil qui est très simple. Donc, on choisit l'outil, on clique sur la carte. Une fois qu'on clique sur la carte, on doit définir en fait un nouvel isochrone. On a plusieurs manières de fonctionner. La première manière, c'est de rentrer une plage de temps, donc un temps. Et ensuite, on choisit un moyen de transport, on choisit différentes options et cet isochrone-là va s'afficher sur la carte. Donc, je vais rentrer, par exemple, dans ce cas-ci, un certain nombre de temps, 10 minutes, par exemple. Donc, on peut voir ici que l'isochrone a été ajouté. J'ai l'information au survol de la souris aussi sur cet isochrone-là qui s'affiche dans la carte. Donc, vous n'êtes pas limité non seulement à un, c'est possible d'ajouter plusieurs isochrones, mais c'est possible aussi, dans ce cas-ci, de changer, par exemple, à un ISO-distance. Donc, on pourrait vouloir savoir, OK, 2 km de conduite là, avec le réseau routier, ça donne quoi sur la carte au lieu de le faire en vol d'oiseau. Donc, on peut rentrer 2 km et à ce moment-là, on a vraiment la distance de parcours avec le réseau routier. Donc, vous avez la possibilité de changer ou de le faire très, très facilement. Donc, si je reviens à maintenant une représentation un peu plus standard par temps, la plupart des gens vont fonctionner avec le temporel, évidemment, pour les isochrones. C'est pour ça que c'est la valeur par défaut. C'est possible aussi de considérer ou non le trafic routier. Évidemment, le temps de déplacement va avoir une incidence selon le trafic. Vous pouvez choisir même l'heure de départ. Donc, on peut voir ici, si on met en heure de pointe autour de 16h30 ou 16h40, on n'aura pas évidemment les mêmes résultats. C'est possible aussi non seulement de créer un seul isochrone, mais d'en créer plus qu'un sur la carte.
Donc, si je reclique une deuxième fois, il y a une option qui permet de supprimer ou non les résultats précédents. Donc, si on décoche cette option-là, vous pouvez aussi choisir une palette de couleurs différentes, de sorte que maintenant, on a deux isochrones qui sont en comparaison, donc qui sont essentiellement au centre des deux objets sur lesquels j'ai cliqué. Donc, on peut voir ici la comparaison. Encore une fois, ce qui est bien avec CartoVista, avec le mode de superposition des couches et surtout le blend mode, le mode de fusion, on peut voir au travers des polygones. On a des polygones ici qui se superposent. Donc, on a la capacité de vraiment bien comprendre de quoi il s'agit. C'est possible aussi de non seulement avoir un seul isochrone à la fois, mais d'en ajouter plus qu'un. Donc, la manière de faire, c'est simplement de choisir ou d'entrer une liste de distance ou de temps. Dans ce cas-ci, 5, 7, 10 et 13 minutes. Donc, on peut voir ici les isochrones qui ont été créés, qui ont été ajoutés. Remarquez aussi la rapidité à laquelle les appels sont faits. Le service de Here Maps est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et on peut dire que c'est un fit assez intéressant avec le mode vectoriel de CartoVista et de la façon qu'on fonctionne. On était même surpris, nous, de notre côté, de voir la performance qu'on a pu obtenir à intégrer ces nouveaux services-là dans notre produit. Donc, un élément vraiment intéressant, c'est de non seulement faire des isochrones, mais essayer de voir aussi comment ça peut interagir avec nos données d'affaires. Donc, on a ici une couche de client. Donc, j'ai un emplacement physique là, sur la carte qu'on voit avec le point bleu. Donc, ce qui est pertinent, c'est de voir, à partir de mon emplacement, avec un temps, par exemple, de marche, on pourrait choisir ce mode de transport-là. Si j'entrais, par exemple, différents plages de temps, 5, 10, 20, 30 minutes de marche, la question clé, c'est il y a combien de clients dans un rayon, par exemple, de 20 minutes? Donc, on a l'intersection spatiale dans CartoVista qui vous permet de faire ça. Parce que la couche d'isochrone, vous avez peut-être vu à la droite ici, ça devient une couche au même titre qu'une autre. C'est une couche qui est dynamique, qui a été créée par l'utilisateur, mais c'est une couche qu'on peut interroger. Donc, je pourrais simplement cliquer sur la carte, choisir, par exemple, le nombre de clients qui se trouvent à l'intérieur d'un rayon de X nombre, bon, dans ce cas-ci, de 20 minutes de marche. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on peut voir ici, j'ai ma sélection de clients. Et là, je vais utiliser évidemment la sauvegarde de session pour sauvegarder cette session, qui est un autre élément important. Donc, client dans un rayon, dans une zone, par exemple, de X nombre de minutes, 20 minutes dans ce cas-ci, 20 minutes de marche autour de mon point de vente, et je vais enregistrer cette session-là. Les isochrones que vous créez sont sauvegardés dans votre session. Donc, si je retourne à cette carte-là, les isochrones comme tels vont pouvoir se réafficher, ils vont se réafficher dans ma session. Donc, vous avez vu, j'ai récupéré ma session. Les isochrones que j'avais précédemment créés sont maintenant disponibles pour que je puisse les partager ou interagir avec la donnée encore une fois. Donc, encore une fois, on a fait l'effort de les rendre disponibles, les sauvegarder dans les sessions. On pense que ça va être utile pour que nos clients puissent faire des analyses géomarketing en particulier, peut-être plus intéressantes. Sinon, un des derniers éléments, c'est la capacité d'héberger plus qu'un client sur les mêmes instances de serveurs. On a travaillé très fort sur cet élément-là. Donc, ça vous permet de déployer des choses peut-être un petit peu plus flexibles. Donc, on a travaillé sur le volet sécuritaire. Donc, pour nous, dans cet élément-là, c'était majeur que les clients puissent avoir chacun leur propre déploiement sur un seul serveur et que ce soit fait de façon sécuritaire. Donc, chacun son espace. On a le concept de super administrateur qui vous permet justement le super administrateur peut contrôler les déploiements de multiples clients. Donc, comment ça se comporte? On peut avoir plusieurs déploiements, donc on peut naviguer d'un locataire à l'autre. Donc, on peut voir ici qu'on a un look, une palette de couleurs complètement différente pour cet exemple-là ici. Donc, on peut basculer d'une interface à l'autre très facilement. Donc, on peut voir ici, on est dans les thèmes de bleu. On a créé un deuxième espace client ici qui est la fameuse compagnie Vista Assurance. N'essayez pas de vous assurer avec cette entreprise, elle est totalement fictive. Donc, on peut voir ici avec un logo différent, un look un peu plus marron et vert. Donc, vous avez la liberté, on a la liberté de pouvoir mettre en place une interface qui est différente, qui va se mouler à la réalité du client.
Donc ça, on trouvait ça vraiment intéressant. Il y a des paramètres système qui sont disponibles de notre côté pour pouvoir voir qui sont les locataires à l'intérieur du déploiement du serveur. Et on a la possibilité de pouvoir personnaliser, par exemple, les logos. On a aussi la possibilité de personnaliser les styles et la présentation. On a différentes palettes. Donc, je pourrais changer, par exemple, la palette de couleurs. On va passer à gris. On a la prévisualisation de la palette de couleurs en bas qui vous permet de changer à la volée les couleurs. Par exemple, décider de présenter ça de façon rouge. Donc, vous avez vu, en quelques clics, on peut changer complètement l'apparence de l'interface, créer un déploiement qui est personnalisé aux besoins du client pour que le client sente que on lui parle, c'est son interface à lui qu'on a créée. Donc ça, on trouvait ça vraiment intéressant de pouvoir se permettre d'avoir autant de flexibilité dans l'interface. Sinon, un autre élément, évidemment, si je charge cette carte-là, on peut voir que la couleur rouge se répercute non seulement dans l'interface, mais aussi un peu partout dans la carte. On peut voir les outils même sont en rouge. Donc, on a fait un effort assez complet en termes de design pour donner beaucoup d'importance à ce nouvel élément de look and feel. Sinon, un autre élément important qui était présent pour certains de nos clients, c'était d'avoir la capacité de spécifier, par exemple, des clauses de non-responsabilité ou un texte d'introduction. Donc, évidemment, quand la personne se connecte au système, on a la capacité de mettre en place un mot de bienvenue ou une introduction ou peut-être une clause particulière. Donc, un message particulier là, qui peut être ajouté dans le déploiement. Donc, c'est tous des éléments qui, je pense, améliorent l'expérience client, qui font en sorte que notre solution va être un petit peu plus flexible avec la version 6 pour déployer facilement des éléments intéressants, on l'espère. Donc, voilà pour l'essentiel de ma présentation. En passant, cette présentation-là est disponible à l'URL que vous voyez à l'écran. Donc, on utilise un framework web pour présenter. Donc, on vous invite à la réécouter. Évidemment, vous n'aurez pas ma belle voix. Pour entendre ma belle voix encore, vous allez devoir accéder à l'enregistrement du webinaire qui va être disponible aussi. Donc, on va envoyer les liens à tous les participants un peu plus tard aujourd'hui. Donc voilà, essentiellement. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va passer peut-être à la prochaine étape, Cécile, s'il vous plaît. Et moi, je prends une petite pause d'eau parce que j'ai parlé beaucoup, là. Oui, c'est ça, mais tu vas devoir continuer à parler quand même malgré tout. C'est vrai? Ben oui, il y a quelques questions. On a Benoît qui aimerait savoir, qui a posé la question quand on était dans la partie gestion des données, à savoir si les fichiers que l'on drag and drop doivent être sous format zip ou si on peut simplement sélectionner des shapes, des feature class ou des tabs. Oui, en fait, il faut utiliser un zip. La raison, c'était pour optimiser le transfert des informations. Donc, on a décidé de zipper le contenu, fait en sorte que le transfert est plus rapide. Ça fait en sorte aussi qu'on envoie un seul fichier. Donc, la plupart des gens sont assez habitués de travailler avec les fichiers zip. En général, ça marche bien. Juste un petit point concernant les données Excel. Les données Excel, eux, sont envoyées directement. Donc, vous l'avez vu dans ma présentation, on n'a pas besoin puisqu'on travaille avec un seul fichier, c'est aussi simple que de le glisser-déposer. Donc, la règle en général, si vous avez un format qui inclut plusieurs fichiers, il faut faire un zip. Si vous avez un document qui est assez simple, un Excel, CSV, ça sera supporté là, aussi bientôt. Pas pour l'instant, mais bon, la règle générale de développement qu'on a décidé de mettre en place, c'est que s'il y a plus qu'un fichier, faites un zip, sinon ça va être supporté directement. Parfait. Benoît aimerait savoir aussi concernant les isochrones, s'ils sont toujours appelés ou s'ils sont vraiment sauvegardés localement ou sur le serveur sur lequel est déployé CartoVista. Ils sont sauvegardés sur le serveur CartoVista. Donc, une fois que vous avez fait les isochrones, ils sont sauvegardés sur le serveur CartoVista et vous les retrouvez parce qu'évidemment, les conditions, si vous avez demandé, par exemple, le trafic à cette heure-là particulièrement, évidemment, les données peuvent changer dans le temps. Donc, l'idée, c'était de les sauvegarder localement. Par contre, si vous voulez les régénérer, si vous recliquez sur la carte et vous ne sauvegardez pas les isochrones, il va y avoir un nouvel appel qui va être fait et les données vont être remplacées.
Parfait. Donc, sinon, Valérie, qui est visiblement apprécié la présentation. Merci Valérie pour les commentaires. Merci. Valérie aimerait savoir s'il est possible de se connecter directement à une base de données SQL pour exploiter les champs lat-long au lieu de passer par Excel. Oui, donc ça, c'est un élément qui nous a été demandé. Présentement, c'est pas encore possible, mais on y travaille. Donc, le volet connectivité, d'être capable de, à partir du serveur CarteVista, de dire voici, je crée une connexion avec ma base de données qui est externe. Donc ça, c'est un élément qui est prévu dans notre roadmap. Évidemment, on a plusieurs clients qui ont cette situation-là ou qui ont leurs données corporatives. Il y a certains éléments techniques au niveau sécurité qui sont certains défis pour mettre ça en place, mais comme vous avez vu avec la version 6, on a fait un très, très grand bout de chemin. On a beaucoup amélioré notre solution, donc on est très enthousiaste et c'est certainement quelque chose sur lequel on va travailler. Voilà. Sinon, Francis aimerait savoir quand la version 6 sera déployée. Ça, je peux peut-être Oui, je te laisse répondre. La VP va pouvoir répondre à ça merveilleusement. Voilà, donc la version 6 sort officiellement aujourd'hui, sachant que pour les déploiements serveurs, des portails et autres, comme d'habitude, on va devoir coordonner un petit peu tout ça avec nos différents clients. Donc, ça va venir dans les jours qui viennent. Donc, on est en train d'en parler avec les équipes et vous allez recevoir les différents messages sous peu pour préparer ces déploiements. Donc, Francis, on a parlé de vous hier, on est en train de préparer tout ça. Voilà. Sinon, une autre question de Rémi, à savoir combien de sessions de cartes il est possible de créer quand on sauvegarde des sessions? Oui, il n'y a aucune limite sur le nombre de sessions, donc on peut créer un nombre illimité de sessions. Donc, c'est autant qu'on veut. Un élément intéressant avec les sessions, vous avez vu, c'est possible de contrôler aussi les permissions. Donc, si par exemple, je crée 50 sessions, ça peut paraître beaucoup, mais s'il y a certaines sessions que je partage seulement à certains utilisateurs, ça va faire en sorte que quand eux se connectent, ne verront pas nécessairement les 50. Donc, ça rend le tout digeste et devient possible de vraiment partager et d'être efficace. Sinon, combien d'utilisateurs maximum peut-on avoir? Demande Maxime. C'est une excellente question. En fait, le nombre d'utilisateurs du portail est illimité. C'est selon la licence que vous avez obtenue. Donc, c'est quand on fait un déploiement d'un client, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui est inséré et c'est possible pour vous de créer un nombre à ce moment-là illimité jusqu'à ce que vous ayez atteint potentiellement le maximum. Francis, une autre question concernant le déploiement, la mise à jour. Est-ce que les anciennes cartes seront compatibles? Tout à fait. Elles seront même migrées automatiquement à cette version-ci. Donc, ça, pour nous, c'est important. Les gens qui utilisaient la version 5.6 de CarteVista, qui avaient des trucs de déployer, on fait un maximum pour faire une transition pour que ça ne représente pas une charge de travail pour vous, les clients, là, et que ce soit entièrement compatible d'une version à l'autre. Donc, oui, assurément, là, c'est un élément très, très important. Parfait. Une dernière question de Sophie qui demande combien d'isochrones on peut créer à partir d'un point. Oui, il y a un maximum de 9 isochrones, 9 plages de temps qu'on peut entrer directement à partir de l'interface. Donc, un maximum de 9, qui est quand même, je pense, correct comme limite. Au-delà de 9, en fait, ça commence à être beaucoup, beaucoup de plages de temps. Parfait. Concernant les utilisateurs, alors Francis aimerait savoir si on peut revoir la définition des différents niveaux d'utilisateurs. Oui. Donc, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, de mémoire, on a le super admin, on a l'administrateur, on a le créateur de cartes, oui. On a la galerie, oui. Je pense. Je pense que c'est tout, oui, pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est tout. Sachant que le super administrateur est une option qui est réservée vraiment à la gestion des locataires. Donc, ça va être, je pense, assez limité en termes de nombre de personnes qui auront ces droits-là. Donc, peut-être, Francis, si vous avez d'autres besoins par rapport à ça, ça serait intéressant de partager avec nous à l'occasion. Oui. Et Francis demande également s'il y a une fonction GPS. Oui, cette fonction-là, GPS, elle n'a
pas fait partie de ma présentation, mais effectivement, on a ajouté un nouvel outil de géolocalisation qui s'intègre dans le publicateur. Donc, vous pouvez ajouter ce nouvel outil de carte-là qui essentiellement est un outil GPS. On clique sur l'outil et ça va nous localiser sur la carte. Donc, autant dans votre navigateur que sur un périphérique mobile. Donc, c'est un nouvel outil là, qui est fort utile, je pense, pour plusieurs personnes d'entre vous. Parfait. Bah, écoute, Dany, il n'y a pas d'autres questions, je pense. Super. Tu veux lancer ton sondage? Oui, on peut peut-être lancer le dernier sondage en conclusion. Donc, je lance le sondage. On a quelques questions. Peut-être aussi, bon, pour expliquer, c'est une manière pour nous d'avoir une rétroaction sur ce que vous avez pensé, pour vous, qu'est-ce qui était pertinent. Donc, je lance ce dernier sondage-là. Donc, la première question, c'est quelle est la volumétrie de vos données SIG? Donc, évidemment, peut-être non applicable pour ceux qui n'ont pas de données SIG. On a différentes classes limitées, moins de 25 000 enregistrements. On a aussi les gens qui vont travailler avec une volumétrie moyenne ou importante, plus de 100 000 enregistrements. Donc, il y a certainement plusieurs d'entre vous là, que je sais qui travaillent avec beaucoup de volumétrie, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de données. Donc, ça va être intéressant de pouvoir travailler avec et d'avoir un petit peu ces résultats-là. Et ensuite, la deuxième question, c'est de sélectionner les fonctionnalités de la version 6 qui vous semblent les plus pertinentes pour vous. Donc, c'est un choix multiple. Là. Vous pouvez choisir qu'est-ce qui vous semble pertinent. Donc, je laisse 1 ou 2 minutes. Là, il y a quand même plusieurs questions. Donc, prenez le temps de regarder. Et puis, ensuite, là, on vous revient là, avec le résultat. Alors, excellent. Donc, on a déjà eu nos résultats. Donc, je vais partager les résultats avec tous. Donc, vous voyez ici les résultats. Donc, on a la première question, quelle est la volumétrie de vos données SIG? Donc, on peut voir, il y a certaines personnes qui n'ont pas de données SIG, évidemment, mais la grande majorité de vous avez une volumétrie importante, donc plus de 100 000 enregistrements. Donc, on a quand même 75% des participants aujourd'hui qui ont beaucoup d'informations, beaucoup de données. Donc, on est content d'avoir fait le support ou les améliorations. Si on regarde les fonctionnalités de la version 6 les plus pertinentes,
Ce qui semble gagner haut la main, c'est la sauvegarde des sessions. Donc, 75% des participants ont trouvé ça très utile. Je suis un peu d'accord. Bon, évidemment, j'ai mentionné que pour moi, c'était un élément important, mais je pense que c'est vraiment une belle amélioration. On a aussi la gestion des données volumineuses, des couches Excel, qui semblent avoir fait bonne figure et qui sont pertinentes là, pour la plupart de nos prospects et nos clients, donc ce qui est très bien. L'outil Isochrone aussi, vraiment pertinent, tout ça, la nouvelle interface et tout le reste. Donc, vraiment, on est très content. Si on regarde aussi la dernière question, seriez-vous intéressé à utiliser le serveur CartoVista? Donc, une grande majorité de vous sont intéressés à tester ou utiliser le serveur CartoVista. Donc, on est bien content de tout ça. Donc, ceci étant dit, ben, je vous remercie énormément d'avoir passé un beau temps avec nous en ce merveilleux jeudi matin. Comme vous pouvez voir, on est super enthousiaste de notre côté. On n'a jamais eu tant à offrir à nos clients avec la version 6. Donc, on a très hâte de pouvoir vous envoyer ça pour ceux qui sont clients ou ceux qui voudront bien tester notre solution. Donc, on va pouvoir faire suite à tout ça, donc avec grand plaisir. Donc, merci encore d'avoir passé un temps avec nous et puis au plaisir. Merci à tous. Au revoir.